Émission 850, ben oui. Cette semaine, Subgenre, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Surpris. Ben oui, bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, l'émission en balado-diffusion consacrée aux BD et à l'ensemble de la culture populaire. 850 fois. On les célèbre pas souvent, les 50. C'est arrivé souvent qu'on a fait. On le faisait là, dans les débuts. Là, on était motivés. Ouais, c'est ça. Là. Après 850, j'ai rendu là. C'est un chiffre comme un autre. Ouais, c'est ça. La 900e, par exemple. Ça va être malade. Et Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis une équipe dont les membres ne sont pas le résultat d'une œuvre de fiction. Ben, j'espère bien que non. Hein. Je l'ai présenté à l'instant. Le premier vit simultanément dans 4 réalités parallèles. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Le seul? Le seul, oui, c'est ça. Le seul le seul quoi? Ben, qui est là. T'as dit le premier, fait que j'imagine. Oui, le seul, t'as raison. T'écoutes malgré 850 épisodes. Ben oui, c'est vrai. Ah, j'essaie. Je suis vite. T'es très vite. Ouais, t'es le seul, Simon, avec moi cette semaine parce que Laurent Boutin a pris un petit congé. Faut comprendre qu'il était au Festival de la BD de Montréal tout le week-end. Il a beaucoup travaillé, donc je pense qu'aujourd'hui, il méritait de se reposer. Mais donc, voilà, oui, de 850, FBDM. Je suis allé faire mon tour en fin de semaine. Ouais, tu vas-tu nous raconter un petit peu? Ouais, ben j'avais prévu de vous en parler un petit peu. Tu sais, je voulais pas aller nécessairement dans les détails, puis je suis sûr que la semaine prochaine, quand Gauthier va être là, parce que Gauthier va revenir la semaine prochaine, va pouvoir nous parler un peu de son côté, de sa vision, en fait, sa vision en termes de... d'éditeur. Il y avait toujours bien du monde d'auteur, bien du monde à l'attente de front froid les fois que je suis passé devant. Donc, j'imagine qu'il était bien content de tout ça. Donc, moi, écoute, c'est assez anecdotique. Là, je suis descendu samedi. Pour les gens qui ne le savent pas, le Festival de la BD de Montréal, ça fait 13 ans que ça existe. C'était la 13e édition. Depuis maintenant 3 ans, ils font ça sur Saint-Denis, entre les rues Guilford et Roy. On a parlé beaucoup la semaine passée. Donc, non seulement vous pouvez aller rencontrer des auteurs, des autrices, mais il y a aussi des activités en parallèle, des talks, des tables rondes. J'ai d'ailleurs assisté brièvement à la table ronde de Yannick Paquette et notre ami Jake Dion, où il parlait d'univers, de bande dessinée, bien sûr. Ça, c'était nice. Fait que je suis descendu samedi vers 11h. Je voulais profiter de mon week-end. Mon premier arrêt a été justement à l'attente de Front Froid et de Nouvelle Adresse de Gauthier Langevin. Et j'ai dépensé beaucoup trop. Il m'a fait un petit prix, je pense, par exemple. Mais j'étais comme, m'a t'acheté, m'a t'encouragé. Ça, une fois par année. C'est ça. J'étais comme, je voulais pas faire mon têteux de service de presse. Fait que je disais, moi, les acheter, tes affaires. Tes petites bêtes. Moi, t'es acheté. Fait que ça, c'était bien le fun. J'étais bien content de voir Gauthier. Il faisait un petit bout que je l'avais vu. Puis après, j'ai déambulé sur Saint-Denis, j'ai croisé des amis, notre ami Phil était là, je suis allé chez plein de BD, j'ai vu Laurent, j'ai vu Émile, les libraires là-bas. Puis après, c'est ça, on a fait un petit meet-up, un petit get-together à 14h au Boudoir sur Mont-Royal. Il y avait peut-être une douzaine de personnes qui étaient présentes. C'était vraiment sympathique. On a pris une coupe de bière, puis on a profité de l'après-midi. Et en soirée, c'est ça, j'ai assisté au talk de Jake et de Yannick. Et j'ai fini la soirée avec Laurent et compagnie au Cheval Blanc, qui est comme le bar non officiel un peu du FBDM. Les gens s'y retrouvent. C'est vrai. S'y retrouvent après les journées bien remplies. Donc, c'était bien le fun. J'ai croisé 2 auditeurs. D'ailleurs, j'ai noté leur nom pour ne pas les oublier. Lawrence et Nico. Lawrence qui m'a approché quand j'étais auprès de ma blonde. Pas la personne parce qu'elle n'existe pas, mais le bar qui est sur Saint-Denis. Puis... Puis il est venu me voir, puis il avait l'air nerveux. Puis moi, dans ce temps-là, je sais jamais comment réagir parce que je suis bien content qu'il vienne de me voir, bien sûr, mais encensé les mystérieux, puis à quel point il aimait ça, puis il tripait. Puis là, moi, j'étais, je sais pas quoi dire, là, merci. C'est tout le temps un petit peu imposteur. Puis lors du talk à Nico, il y a à Jake, un Nico qui m'a approché pour dire qu'il était auditeur des Mystérieux Étonnants. Puis on m'a dit aussi qu'à la table de Front Froid, il y a quelques auditeurs qui sont venus, dont un gars, j'ai pas noté le nom malheureusement, qui a parlé à Jake, qui a parlé à Charlotte, qui a parlé à Doom, qui sont derrière Skate Park. Puis il leur a dit, genre, Ben, il a changé ma vie, je suis en or grâce à lui, puis tout le kit. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, il y a beaucoup trop de responsabilités là-dedans. J'étais un fuck-all qui fait un podcast depuis 18 ans, je devrais pas avoir cette responsabilité-là. Mais écoute, merci, au plaisir de te croiser, là, j'ai pas eu le temps de te parler.
Mais ça a été un week-end bien rempli. Bravo d'ailleurs à toute l'organisation. Je trouve que c'est extraordinaire. On était là, nous autres, il y a 13 ans de ça, quand c'était dans le parc La Fontaine. Puis il mouillait à Sio, puis on se disait, mais quelle mauvaise idée de faire un festival à l'extérieur. Puis regarde, c'est sûrement la dernière édition. Puis finalement, toutes les autres années qui ont suivi, ça fait 13 ans que ça roule. C'est vraiment une belle scène, là. Un bel endroit pour découvrir la BD aussi, si vous n'êtes pas familier avec le médium qui se fait ici. Donc, c'était ça mon week-end. Toi, t'as pas été au EBDM, par exemple. T'as profité de ton week-end différemment. J'avais un horaire moyennement chargé, puis j'avais pas ça. Puis le samedi, moi, je voulais écouter King and Queen of the Ring. Ouais, de la WWE. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, c'était un plus gros show. Ouais. Puis finalement, c'est pas un des plus importants. Fait que, tu sais, j'avais comme invité du monde, tout le monde a choqué, puis là, j'étais tout seul, puis j'ai écouté, puis j'ai comme fait, c'était bien, mais tu sais, j'étais peut-être moins dedans. Ouais, mais en même temps, si tu l'écoutes tout seul, je trouve que le plaisir d'écouter la lutte, c'est quand tu vois le monde... Surtout le monde qui en écoute pas souvent, là. Puis là, je peux me mettre dans l'autre catégorie où j'en écoute souvent. Voir les gens réagir, puis moi, je réagis beaucoup, là. Tu sais, je suis comme... c'est le fun, ça fait partie du thrill. Moi, j'ai écouté Double or Nothing, celui de AEW dimanche dernier, sur le Discord avec une petite gang. Beaucoup de gens qui se dédient à leur art. Oui. Du monde qui se font crisser en feu, plein d'affaires. C'était assez exceptionnel. Mais ouais, donc c'est comme ça que tu as passé ton week-end, t'as écouté ton... Oui, entre autres, et le reste, c'est mon jardin secret. C'est ton jardin secret, c'est bien correct. Tu fais bien ça. En parlant de jardin secret, je veux en parler tout de suite parce que je ne veux pas l'oublier. On est arrivé à la fin de notre cycle de Ernest, Rémi et moi. Pour les gens qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler, on a un Patreon des Mystérieux, puis en échange, on vous offre un podcast gratis qui s'appelle Bifurcation, puis on est passé à travers le cycle de Jim Varney, qui a incarné pendant plusieurs films le personnage de Ernest. Puis on a fini ça avec un épisode spécial où on rendait hommage à son réalisateur qui l'a suivi pendant plein d'années, qui a fait 2 films après que Jim Varney ait cessé d'être actif parce qu'il était malade pendant quelques années avant de mourir. Donc là, on a fini. Puis là, on a, Rémi et moi, on hésite en 2 sujets. On s'est dit, on ne fera pas un cycle dédié nécessairement à une personne. Pas une personne, mais un cycle dédié à une franchise Montréal. On va essayer de se concentrer sur un acteur. Puis on a 2 acteurs, Rémi puis moi, qu'on aime beaucoup. Puis on va faire voter les gens. Donc, si vous êtes abonné au Patreon, quand la question va popper, allez donc voter, savoir qu'est-ce que vous voulez dans le prochain cycle de bifurcation. Donc, on hésite entre 2 acteurs. Paul Jenkins, que moi, j'aime beaucoup. Paul Jenkins, vous l'avez vu dans tout, mais vous avez toujours oublié qui était là-dedans. C'est le gars qui jouait le père dans Six Feet Under, mais il en a fait en tabarnak du stock. Il est vraiment bon. Il est capable d'être dramatique, comique. T'sais, il a autant joué le papa de Dahmer dans la série Dahmer qu'il a joué le papa de Will Ferrell dans Step Brothers. Il a tout fait, ce gars-là. On hésite entre lui puis Tim Curry, l'éternel Tim Curry, qui a du talent à revendre. Donc, c'est 2 grosses pointures. Quand la question va sortir, allez donc voter. Toi, mettons, Simon, là, pas pour influencer les gens à la maison, mais pour qui tu voterais, mettons, entre les 2? Oh my God. 2 bons choix, hein? Ouais, c'est 2 bons choix. L'affaire, c'est je me dis, Paul Jenkins, il a tellement une grosse filmographie. On fera pas tout, on va faire une sélection. C'est ça, OK. Ouais. Même Tim Curry, il en a fait énormément. Là. Ouais. Aïe. Je serais tenté à dire Tim Curry. J'ai l'impression que c'est des projets vraiment qui peuvent être weird des fois. Ouais. Rocky Horror, Clue, Legend. Ouais. Moi, j'ai l'impression que le moment vont comme voter pour Tim Curry. Ouais. C'était... non, OK, non, je mélange. Excuse. Je pensais... le film de Shadow, mais le Shadow, c'est pas lui qui est là-dedans. Oui, Tim Curry dedans. Oui, c'est ça. Tim Curry dedans, oui, c'est ça. C'est ça, OK. Je me souviens plus quel personnage il joue, mais quand je regardais sa liste de films de Shadow, il est ressorti. Tu sais, quand tu réécoutes de Shadow, là, qui est sorti dans les années 90, hey man, le producteur, il avait un hard-on sur Batman Returns, là, ou Batman, le premier, là, ça sointe le Batman de Tim Burton. Ça fait juste pas de fucking sens. Ouais, il y a comme... c'est drôle parce qu'à cause de Batman, il y a comme des producteurs qui se sont dit, OK, ben on va faire des films de super-héros, mais des super-héros des années 30. Tu sais, ils ont comme pas embarqué tout de suite sur la bonne affaire. C'est ça. Fait que là, ils ont fait de Shadow, de Phantom. Il y en avait d'autres à un moment donné, mais c'est un drôle de choix.
Hey, Colin, je me suis trompé, c'est pas Paul Jenkins, c'est Richard Ian Jenkins. Stéphanie dans le chat, elle m'a averti. Ben oui, Bon, c'est ça. ça faisait pas de sens. Hein, c'est Paul Richard. Jenkins, c'est un autre gars. Il est bien gentil. C'est le gars qui a créé The Century. Oui, je pense que c'est lui. Ouais. Je pense que c'est lui, c'est pour ça que je l'ai inversé. Mais oui, c'est Richard Jenkins. Merci, Steph. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans ma liste? Ouais, ben c'est ça. C'était des petites annonces. Sinon, Simon, on a full de messages vocaux. Fait qu'on pourrait aller écouter ça si ça te tente. Let's go. On va aller écouter ça. On va aller... Danick qui nous écrit régulièrement. Merci, Danick. On va aller écouter son message. Salut, c'est Danick, je vous écoute de Rouen-Noranda. Je suis en train d'écouter votre épisode, d'ailleurs, de cette semaine. Je voudrais revenir sur deux petits points. Le premier, c'est par rapport à votre discussion sur le cynisme. Je partage super votre vision du monde qui est laid et tout ça. Mais peut-être une petite clé. Moi, mettons, personnellement, je trouve que qu'est-ce qui m'a aidé par rapport à ma vision du cynisme du monde, tout ça, c'est de m'impliquer dans des comités logement, dans mon syndicat, dans mes différents trucs qui se passent autour, surtout dans notre région qui est vraiment affectée par le milieu minier puis des projets qui détruisent la planète, veux pas. Donc c'est ça, de s'impliquer, je trouve que personnellement, ça aide au moins, il n'y a pas tout le temps des victoires, mais quand il y en a, ça fait vraiment du bien. Puis il y a plusieurs milieux, mettons, au niveau syndical qui ne peuvent pas être nécessairement facilement syndiqués, mais il y a des avenues comme les IWW, qui a une branche à Montréal, que ça, c'est un syndicat qui est en dehors du système officiel, mettons, qui, ça, tu peux pas être membre en alterne, mettons, au McDo, mais t'es quand même syndiqué. Donc, ça peut être une avenue pour bien du monde pour avoir une porte d'entrée dans le militantisme, mais c'est ça. En tout cas, c'est un peu difficile d'avoir cette discussion-là. Ouais, ben, ce commentaire-là pour 1 minute 30, mais bon, c'est un peu limité ce que je peux dire. Donc, merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, Yannick, t'as fait exactement 1 minute 30. Fait que, ouais. Mais merci beaucoup pour ton message. Je vais le faire jouer à Laurent quand j'aurai la chance. Il n'est pas là cette semaine, encore une fois. Puis je sais que tu m'as laissé un autre message vocal d'Yannick et dans lequel il s'adressait directement à Laurent. Il suggérait comment commencer Star Trek parce que c'est un des sujets dont on a traité la semaine dernière avec Laurent. Je vais attendre pour la prochaine fois qu'il y a l'émission d'Yannick. Fait que je vais pouvoir le faire jouer quand il sera présent. Puis il y aura plus d'excuses. Ouais, merci pour la suggestion. Moi, c'est ce qui me pèse en ce moment, c'est de devoir me battre tout le temps pour des trucs simples. Tu sais, je parlais de mes souris pendant les dernières années. Ils sont probablement revenus. En fait, ils ont probablement jamais reparti. Là. Puis là, il faut que je deal avec le proprio. Puis c'est ça qui me gosse. Tu sais, c'est comme devoir composer avec quelqu'un qui a juste pas de bonne volonté et qui espère que ça va se régler tout seul en se fermant des yeux. C'est ça, moi, qui m'épuise. C'est ça, pousser le monde, j'haïs ça. J'haïs ça pour mourir. Ouais. Mais bon, écoute, il faut le faire parce que sinon, on va vivre dans la piste dans l'air de souris. Un certain Guilla Saint-Cyr nous a écrit. Salut les mystérieux, c'est Guilla Saint-Cyr d'Opération Beurre de Cinoche, le seul podcast qui couvre l'ensemble de la culture populaire au Québec. Bon, cherche la main. Ben c'est ça, je pars à New York bientôt, puis c'est ça. Je me demandais comme ça s'il y avait des super-héros qui habitaient à New York. J'en cherche, là, j'ai réfléchi, mais j'en trouve pas. Au passage, si vous avez des références là, pour un film, peut-être, là, j'imagine que ça doit exister, un film qui se passe à New York. En tout cas, je suis preneur. J'imagine que c'était ironique. Merci, Guilla, j'imagine, de ton commentaire. Je vais rebondir. Je vais pas te donner le nom de super-héros de New York parce qu'ils sont tous Christy à New York, mais dans l'époque de Civil War, il y a maintenant 20 ans de ça. Ce qui a découlé de cette série-là, c'était c'était quoi déjà? Des initiatives de... Ouais, des Avenger Initiative. Donc, c'était une initiative de super-héros contrôlée, si vous voulez, par le gouvernement. Et c'est un commentaire qui était ressorti dans la série. On disait, hey, ils sont tous localisés à New York, fait qu'on va les étaler un petit peu parce que sinon ça devient problématique. Puis, ben, c'était ça le but de la Hero Initiative. Ou quelque chose. Non, Hero Initiative, c'est la fondation. C'est la fondation. Hey, on mélange des mots qui sont similaires aujourd'hui. Oui. Donc, ouais, c'est ça. Donc, même en BD, ils sont conscients que tous les super-héros viennent de New York ou tous les super-héros sont un peu à la même place. Donc, il faut un petit clin d'œil. Martin qui nous aurait écrit, Martin qui est aussi un habitué de l'émission. Hey, salut les LME, c'est Martin. FBDM 2024. Juste, wow! Quel bel événement, encore une fois. C'était parfait pour passer du temps avec ma numéro 2 et son Cédric.
Gros bravo aux organisateurs et surtout aux bénévoles. En plus, le beau temps était au rendez-vous. Personnellement, j'ai fait le plein de Jake. J'ai dit allô à Gauthier et Doom et j'ai finalement fait la connaissance de Charlotte. J'ai pu constater le petit air de famille, shout-out à Caroline et Catherine, 2 de mes hockey moms préférés. Front froid, le kiosque le plus big. Pas trop compris. J'ai aussi fait de nombreuses rencontres et découvertes, entre autres Rabot, auteur de Aquabon et Respire. Je vous montrerai ça sur le Discord. J'ai fait un coucou à Jade et Blaze et vu Laurent de loin parmi la foule. Mon seul regret, j'ai manqué la bière informelle au boudoir samedi. J'ai pensé à vous autres. Et vous, c'était comment le FBDM? À bientôt la gang! Merci Martin. T'écouteras le début du show, Martin. En fait, j'imagine que tu es au courant. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais je pense qu'il connaît les parents, j'imagine, de Charlotte. Il est venu quelques fois à l'émission. Donc, c'était ça la référence. C'est ça que j'ai pu comprendre. Peut-être Martin nous me l'écrire. Sinon, on va s'en reparler parce que je suis pas trop sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire. Sinon, écoute, on connaît Stéphane Vaillancourt. Ça fait longtemps qu'on le voit à l'émission, mais on le connaît. Les auditeurs de longue date d'émission le connaissent. On connaît Laurent Billot. Ben là, ils ont fait un genre de crossover. Check ça. Salut Benoît, c'est Stéphane Vaillancourt, que tu connais. Ça fait longtemps que je cherche une question pertinente à te poser, puis je trouve jamais vraiment la bonne question. Mais là, je l'ai trouvée, mais c'est pas moi qui va te la poser. C'est l'ami Laurent Billot. Ben, à quel moment vas-tu te décider, enfin, j'ai bien enfin, à venir en France nous voir? Il est temps. Ben, l'accueil auquel tu vas avoir droit, c'est malade. Viens en France. Regarde, je suis en train de vivre l'expérience. Faut que tu viennes. Salut, à bientôt. Et bis, Ben. Ciao. Merci à Stéphane et Laurent qui se connaissent de l'Internet et qui se sont croisés souvent, en fait, ici à Montréal. Puis là, je pense que Stéphane est allé faire un petit tour en France. Je sais que je vais être bien accueilli, Stéphane. C'est ça le problème d'ailleurs avec Laurent et sa copine, sa conjointe, c'est qu'ils accueillent même quand ils viennent ici. Ils sont trop accueillants. Ça n'a juste pas rapport. Mon problème est le même. Là, j'ai très peur des avions. Écoute, je ne trippe pas ces ascenseurs puis je commence à les prendre. J'ai 42 ans. Fait qu'imaginez un avion. Ça me fout la chienne. J'y pense. Là, quand Gauthier et Jake qui sont allés à Angoulême cette année, puis ça va l'air à tripper bien raide, ils m'ont donné le goût. Fait que s'il y a une place dans l'Airbnb l'année prochaine, s'ils retournent à Angoulême, je vous le dis, là, il faut que ça vienne d'eux. Là, je suis peut-être ouvert à descendre. Oh boy! Parce que je sais que Laurent, lui, c'est pas bien loin en auto aussi. Là. Fait que, on peut y aller en bateau, on me dit dans le chat. Ouais, non, je pense pas. Je pense que ça va être correct. Ça va être correct. Merci. On a eu quand même plusieurs messages cette semaine. Donc, si vous voulez nous laisser un message vocal, question, commentaire, suggestion, vous allez dans le descriptif de l'épisode, puis il y a l'adresse vers le SpeakPipe. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez même écouter votre message avant de nous l'envoyer. Donc, il n'y a pas de mauvais message. On passe tout ou presque qu'on reçoit à l'émission. Donc, soyez pas gênés. D'ici la fin de l'émission, on va essayer de trouver peut-être une question générale pour la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui ont envoyé un petit message. Merci. Yes. Hey, on continue ça avec toi, mon cher Simon. Alors, on peut bien. Simon puis moi, avant le pré-show, dans le pré-show, on disait qu'on avait écouté la série des X-Men. Ouais. En dessin animé. Oh. Ah oui! Ouais. C'était quelque chose. Cette série est une sucette dans le cou, messieurs, dames. C'est... Hey, moi, ça m'arrive pas souvent, mais j'étais très fâché de quelques reviews qui se trompaient dans leurs prédictions. Parce que... Qu'est-ce que tu veux dire? Des prédictions? Non, mais tu sais, quand il arrive quelque chose dans un des épisodes, là, ils disent « Ah, ben là, c'est parce que c'est ça qui va arriver, puis c'est ça qui va arriver, puis tout. » Puis tout le monde n'arrêtait pas de dire que à cause de... Là, c'est pas arrivé, fait que c'est pas vraiment un spoiler. Quoique...
c'est ça l'affaire, c'est que je peux pas trop en parler, mais il sautait tout un événement qui arrivait pour parler de la transformation d'un personnage. Puis j'étais comme, mais non, mais vous sautez quelque chose d'important. Puis là, j'étais, mais toi, tu puis là, après... Ouais, mais c'est ça. Puis après, je me suis dit, voyons, qu'est-ce que je suis en train de devenir? C'est pas si grave, là. T'es pas allé dans la section commentaires? Non, t'es correct. Tu fais pas partie du problème. Je faisais juste rouler un peu des yeux. Mais... Tu fais pas partie du problème. Une chance. Non, hein? Ça serait pas le fun, mais dans mes nouvelles, j'ai pas tant de nouvelles, mais j'ai des trucs que j'aimerais parler parce que, tu sais, je pense que la dernière fois j'étais au show, j'avais dit que j'avais de la misère à lire parce que je m'endormais. Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé. Ouais, puis là, à un moment donné, j'ai comme réussi un peu, et un de mes trucs, c'est de lire à haute voix. Pour vrai, ça aide-tu? Ben, ouais, c'est sûr. C'est juste qu'à un moment donné, je me rends compte que je déparle. Oui, moi aussi, je fais ça. Fait que là, c'est comme, bon, ben là, je peux plus lire. Non. Mais ça se replace tranquillement, puis... As-tu trouvé c'était quoi la cause de ton envie de dormir quand tu lisais? C'est juste le manque de sommeil, tout simplement. Toi aussi, tu fais de l'insomnie, hein? Non, ben c'est pas de l'insomnie, c'est juste que je dors pas assez. Ouais, c'est ça. Ouais, j'essaie d'apprendre à me coucher tôt et c'est pas évident. C'est chiant. Quand j'ai fait ça pendant 42 ans. Mais c'est parce qu'après, ta journée a juste consisté à travailler. Ben, je sais. C'est ça qui fait chier. C'est ça. Mais là, je me suis dit, avec ça, tu sais, je me suis dit, OK, ben, tu sais, je vais peut-être essayer d'autres choses. Je vais lâcher les X-Men un peu, puis je vais lire d'autres trucs. Puis là, vu que une des prochaines séries de X-Men va être écrite par Jed McKay, ben, je me suis dit, je vais lire du Jed McKay. Bonne idée. Et là, j'ai lu j'ai commencé son Moon Knight, qui écrit encore, là, c'est rendu Vengeance of Moon Knight, mais ça fait comme 2-3 ans. Puis c'est très bon. Tu sais, je suis pas un expert en Moon Knight, là. On a lu celui de Jeff Lemire. J'ai vu la série. Je l'ai lu dans une couple d'autres affaires. Je pense que il y avait celui de Brian Michael Bendis qui était pas très bien reçu, mais que j'avais quand même apprécié. Moi, j'avais bien aimé. Là, il jouait beaucoup avec l'idée de des problèmes mentaux, la maladie mentale du personnage. Là. Ouais, c'est ça. Doublement de personnalité, pardon. Ouais. Puis là, tu sais, ça deal un peu avec dans Avengers de Jason Aaron, il y avait comme un arche d'histoire qui était dans le fond, Moon Knight qui veut tuer tout le monde. Je sais pas trop. c'est un peu vieux, là, mais là, ça deal un peu avec ça parce que là, il veut un peu se refaire. Il y a une mission. Il y a comme un genre de... C'est comme une agence à lui, que sa secrétaire, puis là, il prend des cas, puis là, il essaie de régler les problèmes. C'est un peu, tu sais, ce concept-là, mais en même temps, il parle aussi à une psychologue qui a été mis là. En fait, c'est un des trucs que les Avengers ont mis en place pour qu'ils se refassent, ou je sais pas trop. Ouais. Mais bref, t'as-tu aimé ça? Jusqu'à maintenant, oui, je suis rendu au 15e numéro, puis c'est vraiment bon. Le personnage est plus le fun que je pensais qu'il allait être. Et on en rajoute des nouveaux éléments aussi qu'il n'y avait pas. Un nouveau Moon Knight aussi. Il y a comme parce que c'est le Fist of Kong-Ju, je crois, que c'est son surnom, Moon Knight, mais t'as 2 fists, hein, fait que il y en a un autre. Ça, bon. Fait qu'on est là avec ça. Puis ça... Une autre des raisons pourquoi je l'ai commencé, c'est parce qu'il y a un événement présentement chez Marvel qui est Blood Hunt. Ouais, l'affaire avec des vampires puis Blade, hein, c'est ça? Exact, mais là, vu que c'est encore écrit par John McKay, ça a des liens avec Moon Knight, fait que j'ai hâte de voir, mais j'ai commencé Blood Hunt. C'est comment, date? Parce que la semaine passée, on nous demandait est-ce qu'on est tanné des events qui sont non nécessaires, puis toi, est-ce que tu dirais que c'est un event qui est non nécessaire?
difficile à dire, il vient de commencer. C'est difficile à dire, mais c'est bon. C'est bon, OK. Si bon, c'est ça, OK. C'est bon. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, ma question n'est pas bonne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu as du fun pour l'instant? Oui, à date, oui. C'est sûr que, tu sais, faut que tu sortes un peu du fait que t'es dans le Marvel Universe, puis qu'il y a d'autres, comment dire, tu sais, présentement, il y a la fin de Krakoa des X-Men, tu sais. Fait que là, les X-Men sont pas pantoute là-dedans, mais pourtant, c'est quelque chose de planétaire dans Blood Hunt. Fait que, tu sais, t'es comme, OK, ouais, je comprends, éditorialement parlant, je comprends, mais, tu sais, à part ça, le reste, c'est super bon. C'est quoi la prémisse? La prémisse, c'est les vampires ont trouvé un moyen d'utiliser tous les héros et méchants qui utilisent la magie noire pour les utiliser comme conduits pour cacher le soleil de toute la Terre. Oh. Okay. Fait que c'est la nuit non-stop. Non-stop. Et là, t'as des hordes de vampires qui attaquent tout le monde. Puis c'est ça qui est comme intéressant parce que tout le monde est un peu overwhelmed parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent. Puis là, c'est ça, t'as les Avengers, mais t'as Doctor Strange là-dedans. Puis là, tu sais, OK, je vais spoiler le premier numéro, mais parce qu'on est rendu juste au deuxième, mais ça serait Blade qui est derrière ça, finalement. Fait que là, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la grande question. Est-ce que Blade aurait viré de bord? Ben, c'est ça, ou y es-tu possédé, ou whatever. Puis là, la fille de Blade qui team up avec Dracula, tu sais, parce que là, Dracula, lui, il est comme pas là-dedans. Fait que c'est comme un anti-héros. Ils ont peut-être pas mis les X-Men, non seulement à cause des conséquences de Krakoa, mais je sais qu'il y a eu une période dans les comic books, il y a environ peut-être une dizaine d'années de ça, peut-être un peu moins, où les X-Men affrontaient de façon régulière les vampires. C'était comme rendu leur némésis principaux. OK. Je sais que c'est l'époque où Jubilee est devenu une vampire. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être que c'est lié à ça. Peut-être qu'on veut pas trop mélanger les cartes. Je sais pas trop. Là. Ouais. Je pense qu'il y avait peut-être... il y a eu un Free Comic Book Day, puis il y avait un numéro... Ah non, c'était juste les Fantastic Four. C'était pas... Tu sais, c'est parce qu'ils mettent 2 histoires souvent, ou 2, 3 dans un numéro. Puis là, c'était... il y avait du X-Men, mais c'était plus un petit teaser pour qu'est-ce qui s'en vient. Et il y avait Fantastic Four avec comment dealer avec les vampires. Fait que, ben pour vrai, je suggère Blood Hunt. Là, l'affaire, par exemple, peut-être quand on se plaint un peu des events, c'est que c'est plus pour moi, c'est plus le côté des tie-ins. Ouais, qui sont pas toujours nécessaires. Là, si on parle de nécessité, ça, c'est ça. C'est ça. Parce que là, évidemment, il te donne une liste de trucs qui sortent, puis là, c'est Dracula, numéro 1. Là, il y a quelque chose qui se passe dans un Amazing Spider-Man, mais après, il y a un Amazing Spider-Man 2. Blood Hunt qui sort. C'est que j'ai ça quand ils font ça. Puis là, c'est comme compliqué à suivre, mais à date, je pense que le seul tie-in que j'ai trouvé pertinent, c'était Doctor Strange, parce qu'il fait le pont entre Blood Hunt 1 et 2. Puis ça explique quand même pas mal de trucs. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que c'est ça pour Blood Hunt. Puis aussi, une autre affaire, j'ai lu un autre event, l'event Gang War, qui se passait dans Amazing Spider-Man. Et ça, si tu veux quelque chose avec plein de tie-in qui servent à rien, il y avait un peu ça. J'ai ça. Parce qu'il y avait un tie-in de Shang-Chi, Luke Cage, Spider-Woman, Daredevil, mais c'était pas vraiment intéressant. Puis là, il y avait aussi... ça se passait dans Miles Morales, mais ça, c'était dans la série comme habituelle. Puis là, t'avais dans Amazing Spider-Man. Puis à la fin du compte, tu sais, j'ai comme fini l'event, puis j'ai fait « Ah, OK. »
Oh non. Tu sais, j'ai lu toutes ces affaires-là, puis j'étais comme tanné à un moment donné. Ben, je te dirais que même Spider-Verse, que j'ai bien aimé comme event, la quantité comme phénoménale de tie-in qu'il y avait faisait que ma lecture, elle était plus agréable. Là, j'ai acheté les gros trades là, qu'ils incluaient, fait que je me disais, je vais rien manquer, je vais tout comprendre. Puis, des fois, en fait, non, tu vas même pas comprendre parce que les ellipses sont tellement grosses entre les numéros, puis c'est tellement plus ou moins connecté que tu finis la lecture de ton trade, t'es bon, qu'est-ce que j'ai lu? Là? Qu'est-ce que cette histoire-là m'a vraiment apporté? Parce que quand ça m'apporte vraiment un truc supplémentaire que je trippe, ou une perspective différente. Si c'est la même, c'est juste comme un autre titre avec un sous-titre qui est le même là, pour l'événement, je m'en fous. Il n'y a pas rien d'intéressant là-dedans. Non, c'est ça. Mettons, encore, on parle de quelque chose qu'il y a 20 ans, mais Civil War, il y avait pas mal de tie-in qui étaient bons. Qui avait rapport. J'essaie de pas trop faire référence à Civil War parce qu'on est dans une cassette, mais oui, c'est vrai que ça, c'était une bonne manière de faire des tie-in qui étaient bons, qui rapportaient plus. Et si tu ne lisais pas, tu ne faisais que lire le trade principal, tu avais quand même une très bonne histoire là-dedans. Je trouvais que c'était un event fait comme du monde. Ah, on est des vieux. Ça fait 20 ans. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, aussi, ben tu sais, si je parle Gang Noir, là, c'est qu'ils te sortent un numéro spécial pour te dire, ça commence là. Oui. The Road to Gang War. Ouais, ou Gang War Alpha. Puis là, après, ça continue. Puis moi, j'étais comme... tu sais, je suivais l'ordre qu'on met dans le checklist à la fin. Mais ça, c'est comme... C'est pas l'ordre que l'histoire se passe. C'est l'histoire de l'ordre de la publication. Mais ça sert à rien, d'abord. C'est juste pour t'assurer que tu les achètes, mais t'es pas en train de lire dans l'ordre chronologique. Non, c'est ça, parce que, tu sais, mettons, 3 numéros de Luke Cage qui se passaient comme en une soirée. Puis là, après, il y a les autres qui se passent. Mais là, toi, tu lis un à chaque mois. C'est ça l'affaire de les singles. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est ça. Puis il n'y avait pas de fin, tu sais, de Gang War Omega. Fait que ça a fini juste dans un numéro. Puis moi, j'étais sûr qu'il allait en avoir un. Puis j'étais comme, ah, OK, ça finit là. Ah, ben, écoute donc. OK, ben, je vais lire l'autre numéro de Spider-Man. Qu'est-ce qui se passe après? Tu sais, j'étais comme un peu... c'était comme une lecture qui t'a déçu. Ouais, un coup d'épée dans l'eau. Tenez-vous loin, c'est ce que Simon est en train de dire. Ben, lisez juste Spider-Man. Juste Spider-Man, ça va être ouais, c'est ça. C'est souvent le cas. Ouais. Super. Fait que voilà, puis là, ben, j'ai lu d'autres trucs de X-Men, mais rien de marquant. Là, fait que... T'es dans ton creux des 90s, là. Ouais, j'arrive à 98, là. Tu commences à être tanné? Ah, ben, pas tanné, mais tu sais, il n'y a pas tant de choses que je peux... Une belle année qui s'en vient devant, par contre. Là. Ouais, début des années 2000, là, ça va être le fun. Peut-être c'est pour ça, là, peut-être que tu vas retrouver un certain intérêt et le sommeil va se dissiper. Peut-être. C'est peut-être ce qui va arriver. Là, parce que dans les gros muscles avec les personnages avec plein de poches. Ouais. C'est ça qui est compliqué, là. Ouais. Ben, c'est pas si pire. Cette période-là est derrière? Ben, ça commence à être moins ça, mais quand même, il y en a encore. Ben, merci, Simon. Moi, j'ai des petites nouvelles pas mal courtes, mais on reste dans les années 90, justement. McFarlane Toys, pour les gens qui ne le connaissent pas, ça a été fondé par Todd McFarlane, le créateur de Spawn, qui est co-créateur aussi, fondateur de Image Comics. C'est un gars qui roule sa bosse depuis des années. Les gens, à une certaine époque, se plaisait bien à rire un peu de Todd McFarlane parce qu'il avait fait des dépenses financières un peu connes, dont l'achat d'une balle de baseball qu'il avait perdu en valeur l'année suivante. Je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote-là. Ouais. Mais moi, je l'aime, Todd, parce qu'il a tout le temps fait ce qu'il voulait. Puis j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là. Il a claqué la porte des Marvel il y a plusieurs années de ça et il n'est jamais revenu. Ça reste qu'il est dans le même milieu. Il y a des amis dans le milieu. Il y a quelques années de ça, Sci-Fi avait lancé un petit documentaire sur lui sur YouTube et il avait été interviewé par Joe Quesada qui anciennement était chez Marvel Comics. Donc, c'est quand même de bonne guerre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de lien avec Marvel, mais depuis qu'il est parti, il n'y en a pas vraiment. À ma connaissance, Simon, corrige-moi si je me trompe, il n'a pas travaillé pour Marvel depuis qu'il est parti. À ma connaissance, non plus. Je pense pas qu'il a fait quelque chose. Donc là, l'annonce dont je vais vous parler est quand même assez étonnante parce que McFarlane Toys vient de signer une entente avec
Marvel Comics pour une collaboration. Donc, ils vont créer des figurines à l'échelle 1.10 et 1.6, dont certaines sont inspirées des couvertures que McFarlane faisait à l'époque, qu'il travaillait chez Marvel Comics. Donc, c'est des fameuses couvertures pour lesquelles McFarlane était d'ailleurs très, très populaire. Certaines vont être adaptées en figurines. Il y en a 2 déjà qui ont été annoncées, ce qu'on appelle des pose figures. Donc, c'est comme un petit... comment t'appelles ça? Diorama? Diaporama. Diaporama. Donc, c'est des pose figures. Les 2 premières, c'est un 6e. On va y voir une adaptation de la couverture de Amazing Spider-Man numéro 301. Celui où on voit Spider-Man en train de souligner, puis il y a comme un cercle en arrière qui le fait popper. Ils ont refait ça. Il y a carrément un cercle aussi dans la figurine. C'est quand même assez bien. Et la deuxième figurine qui a été annoncée, encore une fois, au format 1.6, c'est pour l'adaptation de Amazing Spider-Man numéro 323, où on y voit Captain America brandissant un bouclier à côté de Spider-Man qui est accroupi. Difficile à décrire comme ça, mais si vous voyez la couverture, vous allez la reconnaître. Ce qui est le fun, c'est que dans les 2 cas, on reprend non seulement l'anatomie du personnage, mais aussi les lignes, donc les fameuses lignes, là, l'ancrage de Todd, et on les refait directement sur la figurine. Ça donne un petit effet de shell shading pour donner un faux équivalent à un jeu vidéo. C'est vraiment bien fait, et il y a déjà une série de figurines, un 10e qui a été annoncée, inspirée du travail non seulement de Todd McFarlane, mais également de Jim Lee. On a Steve Ditko, John Romita Sr. et Rob Liefeld. Donc, Rob Liefeld, certains de ces personnages vont être adaptés dans le style de Rob Liefeld. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'ils vont faire les pieds? Ben oui, je l'ai déjà entendu la joke. Donc, les personnages qui seront adaptés dans cette série-là, c'est Captain America, Spider-Man, Wolverine, Iron Man et Deadpool. Ça sort cet été, donc c'est quand même assez récent. Dans pas long. Et il y a plus de détails à venir, là, parce que les autres dont je viens de vous parler, il n'y avait pas d'extrait, il n'y avait pas de photos prises là, de ces figurines-là, mais je suis très curieux. Tu veux-tu que j'embrasse à la 2e, tant qu'à y aller? Let's go! Let's go, t'as pas mal parlé, on va prendre un peu le relais. James Gunn, un gars que j'aime beaucoup, réalisateur, devenu maintenant co-dirigeant de DC Comics avec Peter Safran, a annoncé dimanche dernier sur son Instagram que Damon Lindelof, le scénariste devenu producteur et co-créateur de Lost et de la série Watchmen, rejoint le projet d'adaptation dans la télésérie de Green Lantern. Donc, c'est une bonne nouvelle. Lindelof se joint à Chris Mundy, qui était d'ailleurs par le passé showrunner sur Ozark, la série de Netflix, qui a aussi un grand succès, et le scénariste Tom King, qui travaille sur Green Lantern, la télésérie de Tom King, qui a écrit de très bons comics dans les dernières années. Selon Gunn, toujours, là, si on lit son post sur Instagram, le trio a écrit un pilote incroyable et aussi une bible d'émission. Donc, quand vous faites une émission, une série, qu'importe, vous faites une genre de bible, c'est comme un manuel de référence. Et les 2, selon Gunn, est quand même assez incroyable. Ça a été présenté par le passé, cette série-là de Green Lantern, comme fondatrice un peu à ce qui sera plus tard le DCU. Quand je dis plus tard, là, parce que James Gunn est en train de mettre les bases de ce qu'il veut être un univers consensuel qui sera en mesure de compétitionner avec celui de Marvel, parce que DC a eu de la misère dans les années au niveau de ses adaptations au cinéma. Donc ça a été présenté comme fondamental et aussi un peu inspiré de True Detective. Comment? Je sais pas, mais je suis quand même pas mal intrigué, voir ce que ça veut dire. Ben ouais. Fait que là, toi qui es fan de Lost, tu dois être quand même assez content. Quoique, je sais pas, je connais pas ton intérêt pour Green Lantern. Je suis intrigué. Tu sais, moi, j'avais aimé son Watchmen aussi. Oui, Watchmen, c'est très bon. Fait que, écoute, why not? Watchmen, une série que, quand j'y repense comme du monde, là, c'est la suite d'un des comics les plus populaires, mais il faut vraiment que tu aies lu la BD pour pouvoir apprécier la série. Puis je peux pas croire que ce projet-là existe quand tu y penses. Ouais, c'est fou. C'est weird, hein? Il disait, écoutez, lisez Watchmen si c'est pas fait, puis allez écouter la série, elle est excellente. C'est sorti quelque chose, je pense, en 2019, dans ces eaux-là, 2018-2019. Donc, c'est ça les 2 petits trucs que j'avais pour toi. Simon, on continue avec toi? Ben oui. Allons-y. Yeah. Écoute, tu veux-tu que je te parle d'un film avec Jeff Speakman? C'est qui ça déjà? C'est-tu le dude dans Mort ou Zombie? Zombie ou... C'est quoi déjà? Non, en tout cas, je sais pas de quel... toi, tu parles de Treat Williams. Treat Williams, excuse-moi. C'est quoi le film? À quoi je pense? Flic ou Zombie. Flic ou Zombie, ouais, c'est vrai. Qui est Dead Heat. Oui, Dead Heat en anglais. Ouais.
Non, Jess Pinkman, selon la pochette de ma cassette VHS du film Street Night, c'est écrit Jess Pinkman, la star d'action des années 90. Tu me l'apprends? Ouais, ben c'est ça. À chaque fois que je dis son nom, du monde sont comme... Qui? Ou, sauf moi qui confond avec Treat Williams, que personne ne connaît non plus. Ben là, c'est un film de 93 produit par la Canon. Et Jess Pinkman, lui, ça... Tu sais, chacun des action stars de ces années-là, surtout ceux qui font des arts martiaux, il y avait leur discipline. Ouais. Lui, c'est du Kenpo. Fait que, tu sais, c'est plein de... Kenpo, des bâtons, là, c'est ça? Non, c'est plein de petits coups. Ah, des petits coups à répétition, des petits coups de tannant, là. Ouais. Puis j'adore ça parce que c'est comme tellement de... C'est le fun à regarder. Ah oui, c'est le fun. Puis tu sais que le sound designer dans ces films-là, il se fait plaisir. Puis c'est ça, Jess Pinkman joue Jack Barrett, un ancien policier devenu garagiste qui a perdu un moment donné quelqu'un dans une prise d'otage. Puis là, il se blâme, fait qu'il a décidé de quitter la force. Non. Et là, on est à LA et il y a des mercenaires qui décident de... qui complotent pour que les gangs de rue se pognent entre eux pour occuper la police pour pouvoir aller cambrioler des banques, genre, je sais pas trop. Ça c'est les méchants, c'est pas des anti-héros. Non, c'est ça, c'est des méchants. Et là, notre Jess Pinkman, dans le rôle de Jack Barrett, s'en mêle et réussit à convaincre les gangs de rue qu'ils se font manipuler par les mercenaires. Et là, tout le monde se bat contre les mercenaires. L'affaire, c'est que le film est comme bon, un peu. Je veux dire, si vous voulez, tu sais, de l'action 90, mais tu sais, pas nécessairement un grand film. Moi, je suggère fortement Street Night. C'est quand même... Puis, tu sais, Jess Pinkman, c'est pas le gars le plus charismatique, mais en même temps, le voir donner ses petits coups, c'est toujours un plaisir. Il est encore actif aujourd'hui? Il acte pas, mais il est encore... je pense qu'il fait encore des arts martiaux. Du tempo. Campo. Puis donc, c'est ça, j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là, mais juste que j'ai été agréablement surpris. Je l'avais déjà vu il y a très longtemps, et là, j'ai eu du plaisir à le redécouvrir. Et là, après, je vais vous amener dans l'univers d'un autre Vanity Project. Oh yes! Un gars qui s'appelle André Buckner. Tu viens-tu juste de le découvrir? C'est des films qui se retrouvent sur Tubi ou sur Plex. Le premier, ça s'appelle The Locator, sorti en 2006. André Buckner joue Braxton, un genre d'ancien... Personne qui s'appelle Braxton dans la vie. C'est un genre d'ancien gars des Special Force, là, whatever. Tu sais, toutes ces affaires. Ouais, il faut tout le temps que ce soit le meilleur des meilleurs. Là. Ouais, c'est ça. Que là, il se fait ramener... il se fait forcer de combattre des méchants par le gouvernement. L'affaire, c'est que le premier, ce film-là, en fait, parce que c'est ça, je vais vous parler du deuxième. Après, il a fait The Locator 2, Braxton Returns, qui était pas mal meilleur. C'est le titre de merde. Braxton Returns. Mais le premier, tu sais, il est très... mettons, dans le look et l'univers d'un Vanity Project, il est très de base. Là, c'est juste un d'autre qui a trippé sur des films d'action, puis que là, il fait son film d'action. Il y a... Par exemple, il utilise beaucoup trop de stock footage de la ville où c'est tourné. Ah, puis tu vois, pour la transition. Puis le style n'est pas pareil, le visuel, fait que ça clash. Puis c'est des très longues transitions entre les scènes là, pour nous montrer c'est cette ville-là. Il a payé pour, il va l'utiliser. Il y a ça. Puis bon, évidemment, le son n'est pas très bon, l'acting n'est pas très bon, et tu sais, ça ne serait pas un Vanity Project si c'est
pas un gars qui se met en valeur. Donc, il y a une madame. Ben oui, c'est ça. Il y a une scène de sexe et il y a aussi une scène où il prend sa douche nu. Donc, mesdames... il s'est mis nu, lui. OK. Ouais, lui, il se met nu parce qu'il est fier de son derrière. Je préfère lui que Dr. Zillow. Ah, ouais. Okay. Moi, revoir le petit cuir fait de Dr. Zillow, là, ça me tente pas. D'ailleurs, c'était probablement la scène de sexe la plus inutile que j'ai vue. Je peux pas, j'ai pas d'autres choses qui me reviennent en esprit, là, à part la scène de sexe dans The Professional avec Stallone puis Sharon Stone. Là. Mais Dr. Zillow, qui, dans le film dont on a parlé il y a une couple de semaines de ça, se pogne la fille des gens qui a essayé de secourir quand il était jeune. C'est très troublant. La prémisse puis le rendu est dégueulasse. Ouais, il y a comme personne qui a l'air d'avoir de fun. Non, même la dame, elle est payée pour, elle n'a pas l'air d'avoir... non, c'est ça. Elle a l'air à questionner pendant que ça se passe. Pauvre madame. Mais c'est ça, là, après, j'ai écouté The Locator 2, Braxton Returns. Dans celui-là, Braxton se fait engager pour retrouver une fille. Il se fait engager par un gars qui a l'air d'avoir de l'argent et qui est pas très... qui a l'air méchant, mais on ne sait pas encore. On sait pas, non. Puis là... c'est comme il s'appelait, là, Drago, là, dans Unforgiven. Quand il vire méchant, j'étais vraiment surpris. Non, c'est pas... Ah si, j'arrive de la misère avec mes mots, mes titres de films aujourd'hui. Le film où... comment tu sais comme je parle, là? Je sais pas. Billy Drago. Billy Drago. C'est lui qui avait tant l'air méchant. Ou c'était pas Billy? Oui, Billy Drago, oui. Il est dans Unforgiven, mais c'est pas dans Unforgiven, mais il joue comme... Il y a un moment donné... Untouchables. Untouchables, c'est ça. Ouais. Puis il y a un film où il joue un gentil. C'est le seul film où il joue un gentil. Puis finalement, c'est un double crosser, puis c'est un méchant. Je pense que c'est dans... il joue un méchant en La loi à main nue 2. Oui, c'est ça. Oui, je pense avec que c'est Jeff Wincott et Cynthia Rothrock. Exactement. Puis finalement, personne n'est surpris parce qu'il a l'air du diable en personne. Ben ouais. En tout cas, excuse-moi, je t'ai coupé avec un brain fart, là, mais... c'est correct, coupe-moi. Puis, ouais, c'est ça. Fait que Braxton se fait engager par ce gars-là pour retrouver une fille. Puis là, il retrouve la fille parce que son nom, c'est The Locator. Fait que c'est ça, il est bon là-dedans. Ouais, il est bon là-dedans. Honnêtement, il la trouve d'une façon vraiment comme... Il demande l'adresse à un gars dans un bar, puis là, il la trouve. Là, c'est l'équivalent le plus paresseux après le paquet de cigarettes, le paquet d'allumettes laissé avec l'adresse du bar pour trouver la personne. Ah ouais, c'est poche, là. Puis là, il la retrouve, mais là, finalement, elle a dit « Ouais, je voulais m'enfuir. » Fait que là, il prend l'argent que le méchant il a donné. Puis il donne ça à la fille, puis OK, enfuis-toi. Puis là, je vais dire que je t'ai pas vu. Puis là, il va voir le gars, puis il dit « Je l'ai pas trouvé. » Puis là, il dit « Ah ouais. » Puis là, finalement, ce gars-là, le méchant, c'est le frère du méchant du premier. Oh, fuck! Qui veut se venger. Il fait un Die Hard 3. Exact. Puis, c'est ça. Fait que là, Devlin, c'est le méchant. Braxton se fait poursuivre par Devlin et tous ses sbires. Devlin tue les amis de Braxton. Mais là, l'affaire aussi, c'est que dans le premier film, il s'est fait une blonde qui est une prostituée qui a sauvé des griffes de quelqu'un. Puis là, dans le deuxième, il est encore avec. Puis elle a une meilleure amie qui était aussi dans le premier. Puis là, à un moment donné, la fille, la meilleure amie, vient rester dans la maison. Ça, c'est avant là, tout le drame. Puis là, il y a une scène gratuite de threesome. Tu te dis que c'est ça qui est arrivé. Au moins, il ne le montre pas. OK, il s'est pas payé un threesome à l'écran. Non, il se réveille, puis les deux filles sont après lui, mais ils sont habillés, genre. Fait que je sais pas s'ils ont juste fait le party, puis ils étaient saouls. Puis lui aussi, puis en tout cas. Là, l'affaire, c'est que plus tard, on apprend que la meilleure amie, finalement, est une CIA undercover. Puis là... ça, si c'est pas du retconning, je sais pas ce que c'est. Puis c'est du retconning qui sert à rien, parce que... Comment ça sert à rien? Ça vient pas... bien. Oh, mon Dieu.
là, à un moment donné, c'est ça. Sa blonde se fait kidnapper par le méchant. Puis c'est là que l'autre a dit, OK, moi, je suis une agente de CIA. Je vais t'aider. Puis là, il dit, non, je travaille seul. Puis là, il s'en va. On revoit jamais la fille du film. Quoi? Fait que pourquoi pour braguer qu'il s'est fait un threesome avec une prostituée I guess. Et une operative de la CIA? C'est quoi? C'était undercover. Mais, tu sais, je m'attendais à ce qu'elle fasse son enquête de son bord ou qu'elle le suive. Ou... Non. Il y a peut-être quelque chose qui a été coupé du film. Ah, peut-être. Ouais, la fille a accepté de tanner aussi. Il y a plus de chances qu'elle se reçoive ça. Là. C'est ça, mais quand même, j'étais surpris parce que le premier est en 2006, puis le deuxième est en 2009, puis la plupart des gens reviennent. Puis, mais visuellement, c'est comment? Les deux films, est-ce qu'ils se tiennent la route un peu ou c'est... Non. Pas du tout? C'est très lettre, là. Puis je te dirais même que la version, juste le deuxième, là, la version qui est sur Tubi ou sur Plex et Interlace, il y a plein de lignes dans l'écran. Ils l'ont pas désinterlacé. Puis celui sur Tubi, il est en plus aplati et la, tu sais, le format. Ils l'ont mis en 16:9 quand c'est pas du 16:9, c'est ça? C'est ça. Ou c'était du 16:9, mais avec en 4:3, puis là, ils l'ont juste étiré. Et là, y a-t-il quelqu'un qui est dormi au gaz ou c'est qu'ils l'ont laissé, ils ont fait fuck off? Je ne sais pas. Je sais pas si c'est lui qui a envoyé ça. Il y a des chances comme ça. Il y a des chances. Il le voit pas. Sinon, est-ce que Tubi fait juste ramasser les affaires puis s'en calisse? Il y a des chances. C'est très pas probable, en fait, de la part de Tubi. Puis c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime, Tubi. Ouais. Mais dans celle-là, c'est ça. Il y a juste une couple d'affaires de plus que l'autre. L'action est un petit peu mieux. Tu vois qu'il s'est amélioré quand même. Ouais. Puis les transitions sont comme normales. Il a rajouté des effets spéciaux d'explosion qui ressemblent un peu aux explosions des films de J.J. Stump ou de Neil Breen un peu, mais il y en a pas beaucoup au moins. Fait que il y a ça. Puis dans le dialogue, il y a beaucoup la phrase « Watch your ass ». Watch your ass. Ouais, fait qu'il y a beaucoup de ass-watchage dans ce film-là. Mais il l'a montré dans le premier, fait que c'est peut-être dit. C'est ça. Ouais. Là, il fallait le regarder, mais à travers les pantalons. Ouais, pantalons. Fait que, c'est ça. Rappelle-donc le nom du gars. André Buckner. B-U-C-K-N-E-R. Puis c'est ça, c'est sur Tubi. The Locator et The Locators 2, Braxton Returns. Il a fait un autre film qui est sorti genre 2020-2021. Ah ouais, jusqu'à récemment. Ouais, puis qui est sur Tubi aussi. Je l'ai commencé, mais c'était... le sujet me tentait pas, là. C'était une autre affaire là, de conspiration. De kidnapping d'enfants, là, de trêve. Tu sais, j'étais comme, je comprends, là, mais à un moment donné... Ça va? J'étais comme, oui, je me suis comme explosé. Tu sais, je vais l'écouter un moment donné, là, mais j'étais moins dans le mood. C'est une belle découverte. Comment t'es tombé dessus? Je pense que j'avais juste fouillé sur Letterboxd pour des listes de Vanity Project. Puis, tu sais, des fois, tu fouilles, puis là, celle-là, il est sur Tubi, je peux l'écouter. Ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à la question qu'on pourrait poser aux gens pour la semaine prochaine. Si vous voulez laisser un message sur le SpeakPipe, j'imagine que vous connaissez Tubi, on n'arrête pas de faire la promotion, on devrait avoir même des parts pour ça. Mais vous, là, à la maison, comment vous faites votre sélection Tubi? Est-ce que vous y allez au hasard, ce qui est quand même un risque, mais aussi un plaisir, ou vous écoutez les films que vous reconnaissez sur la plateforme que vous n'avez pas vu ailleurs, mettons sur Netflix, parce qu'ils sont disponibles sur Tubi? Je serais bien curieux de vous... Qu'est-ce que vous écoutez? Écoutez-vous la crap sur Tubi ou vous écoutez des bonnes choses sur Tubi? Pas de jugement là-dedans. Là. Je suis juste curieux de savoir. Là. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui va pas juger, c'est bien nous autres. Sacrément, ou non. Écoute, si les gens voyaient des fois ma liste d'écoute et de lecture, ils seraient surpris. Ouais. Excellent, Simon. T'avais fini avec ça? Ouais. Cool. J'ai embrayé avec un petit truc qui reste dans le milieu de l'art visuel. Télévisuel cette fois-ci. Voilà. Donc, vous l'avez vu sûrement passer, le Marvel Studios qui a annoncé une nouvelle télésérie pour Disney+, centrée sur le personnage de The Vision.
de Vision qui était incarné par le passé par Paul Bettany, qui avait donné aussi la voix à Jarvis, qui est devenu par après Vision dans le Marvel Universe. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans la fin de WandaVision, c'est une série que j'avais quand même bien appréciée. L'acteur Paul Bettany va être de retour pour incarner le rôle, donc Vision is back. Donc, moi, c'est là où ça m'intéresse encore plus, c'est que le showrunner, donc la personne qui est en charge de la série, celui qui couvre tous les aspects, non seulement la production, mais les tournages, puis aussi l'écriture, c'est un certain Terry Matalas. Puis Terry Matalas, c'était le showrunner. Il avait les mêmes responsabilités sur la 3e saison de Star Trek Picard. Moi, j'estime beaucoup. La bonne. La bonne saison, la bonne des deux. Écoute, pour vrai, là, c'est épouvantable à quel point les 2 premières, c'est un gros feu de poubelle. Puis t'arrives à 3, puis bon, voici ce qui arrive quand on met quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Terry Matalas, qui est dans la télévision, dans le milieu de la télévision depuis très, très, très longtemps, il était même assistant d'un des producteurs de Star Trek The Next Generation dans le temps. Donc, disons qu'il a appris sur le tas. Il a aussi travaillé sur l'adaptation télévisuelle de 12 Monkeys. Donc, c'est un gars qui a quand même beaucoup de projets sous la cravate. On parle d'une sortie pour la série qui n'a pas de nom encore, prévue 2026 sur Disney+. Ça sera la deuxième série dérivée, deuxième spin-off de WandaVision, parce qu'il y en a une autre qui s'en vient, Agatha All Along. Il n'arrête pas de changer de titre de cette série-là. Ça sort cette fois-ci en septembre prochain, donc ça va arriver quand même assez vite. Puis plus tard, au cours de l'année 2025, on va avoir Daredevil Born Again et Ironheart. J'ai très hâte à Daredevil Born Again parce que j'aime beaucoup le personnage et la performance de Charlie Cox. Donc, il y a des séries d'animation aussi qui s'en viennent sur la plateforme de Disney+. On a Eyes of Wakanda plutôt, et Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc, encore du contenu pour Disney. Faisant un bout là, que Disney avait annoncé un projet pour Disney+. Si vous avez cette impression-là, c'est que c'est vrai. Bob Iger, qui est revenu à la tête de l'entreprise, avait décidé de stopper ralentir la création de projets pour la plateforme parce que c'est une question de viabilité. Ça a l'air qu'ils ont de la misère avec leur argent, Disney. Ben oui, des larmes de crocodile. C'est plate, hein? C'est plate en maudit, hein? Fait que là, c'est ça. Donc, il y a moins de projets, mais là, on en a quand même plusieurs qui s'en viennent au cours des prochains mois, voire les prochaines années. Est-ce que je te repasse le bâton ou j'y vais avec moi? Si tu veux, je vais continuer en TV. Go for it! Tu sais, il y a une couple de semaines, j'avais comme dit que j'écoutais plein d'affaires en même temps. Yes. Puis là, une des séries qui est sortie du lot, là, que j'ai comme resté accroché, c'est niaiseux, mais c'est pas de ça que je veux parler, mais je veux juste le mentionner, c'est Dynasty. J'allais dire des années 80. Laquelle qui va sortir? Ben c'est ça, c'est le côté kitsch, kitsch, drame exagéré des riches qui s'entre. Mais c'est rassurant d'écouter ça aussi, je trouve. Il y a quoi dans la facture qui est hyper rassurante? Ouais, comme là, je suis rendu à une place où il y a un personnage qui vire fou parce qu'un autre personnage a peinturé les murs de son bureau avec de quoi qui est utilisé pour peinturer des bateaux. Ouais, puis là, quand il l'achète, il y a les vendeurs qui disent, là, vous savez, il y a des produits toxiques là-dedans, là, blablabla. Puis oui, je sais, mais je fais attention. Puis là, finalement... Il veut tuer le gars, c'est ça? C'est ça, il veut tuer, mais là, le gars, il est rendu fou. Là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas très subtil. Qui a peinturé le mur de peinture empoisonné? Ben, le gars qui est venu passer genre 2 journées à peinturer le bureau. Là. Le gars qui est le fils oublié de la famille. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, fait que, oui, j'écoute ça. J'écoute une couple d'autres affaires. Français, mais en anglais? En français. La version de mon enfance. Yes. Mais là, une autre affaire que j'écoute, et là, tu peux rire de moi en esti, mais je vais l'expliquer. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que j'ai baissé un peu la dose de mon antidépresseur. Peut-être. Mais là, je suis accro. Parce que j'ai trouvé les saisons complètes, pas toutes, mais quelques-unes, du défi mini-pot de RTS des années 90. Je ris tellement pas toi, je suis envieux. Ah, man! Il faut que tu dises à la maison, parce qu'il y a du monde qui nous écoute de la France, ils n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Là, nous autres, ici, au Québec, nous avons une station de... Non, OK, je n'irai pas jusqu'à là. Mais il y avait une émission de mini-pot, c'est-à-dire le petit jeu, le pot-poteur. Le mini-golf. Mini-golf, qui jouait à la télé à un poste sportif. Mm-hmm. Puis c'était
dans les années 90, c'était un peu cheap, mais divertissant. Mais tu sais, c'est comme un vieux souvenir. Et là, ça, j'ai trouvé sur YouTube la saison 91, la saison 92, la saison 93. Ah, t'es donc ben... Tu viens de gagner à la loterie, man. Ah oui, de la vie. Puis là, les écouter en ordre, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu découvres, en fait? Ben, parce que là, tu suis vraiment les participants qui sont là, puis comment que ça fonctionne. Et aussi, je dois dire, puis Benoît, toi puis moi, on a habité longtemps dans le même appart, dans le quartier Rosemont, mais proche de Saint-Léonard, dans l'Est. proche du centre d'achat Boulevard, où il y avait le mini-pot de Jean Talon. C'était lui? La saison 91, à date, c'est tout filmé là. Sais-tu où il y avait... Là, j'avais oublié cette affaire-là. Il y a eu un bowling dans ce stationnement-là. Oui, c'était là. C'était là, OK. Puis à côté, t'avais le bowling, puis t'avais les trucs de mini-pot. Parce que le truc de mini-pot a été abandonné pendant plusieurs années. Et je me suis posé la question si je pouvais aller y jouer puis que personne ne m'appelle la police. Parce que c'était vraiment... Il était juste là. Il était ouvert. C'est des petites clôtures. C'est des toutes petites clôtures. Ouais. Moi, la dernière fois, j'ai joué là. Il y avait comme 2 parcours. Il y avait le classique, puis il y avait l'autre qui était plus orange. Puis celui orange, là, il y avait laissé tomber là, de l'entretien. Fait qu'il y avait des plantes partout, mais le jaune, tu pouvais jouer. Puis devinez ce qu'ils ont construit là-dessus depuis. Je suis sûr que vous n'y arriverez pas. Ah non, hein? Ça commence par C. C'est toutes des affaires qu'on peut pas se payer. Yeah. Ils ont construit des chars. Ouais. Puis c'est ça se passe là. Et les premiers épisodes, surtout le premier, c'est quasiment cinématique parce que le premier épisode, il y a un orage. Oh wow. Ils jouent puis ils sont tout trempes. Il pleut fort là. Oui, il pleut fort, puis on entend le tonnerre vers la fin, puis là, tes voix, ils sont tout trempes. Et là, tu viens de nourrir mon algorithme de... Tu sais, parce que moi, j'ai comme plein de playlists de ambient, genre comme, hey, t'es dans un appartement de Blade Runner pendant 8 heures de temps, puis il pleut, genre, ou, hey, t'es comme à Hogwarts, puis c'est l'Halloween, puis t'es dans un café, puis là, c'est comme, je veux le soundscape de t'es au mini-pot pendant un orage. Oui, puis tu sais, plus ça va, puis tu sais, quand il commence à faire beau, là, il y a plus de public qui sont après la clôture, puis là, ils checkent, puis là, ils commandent, puis t'es entends, là, parce qu'ils sont pas beaucoup. Fait que là, t'entends, c'est une belle, ça, puis ça va se rendre, tu sais, c'est... En plus, avec des personnages, les joueurs, tu sais, Carl Carmoni, c'est l'année aussi. Il était pas là. Ce que je comprends, c'est qu'il était pas là l'année d'avant. Puis là, c'était comme sa première année à la télé. T'as-tu réalisé qu'on est plus vieux aujourd'hui que Carl Carmoni à l'époque? Oui, il y a 36 ans en 91. Puis il y a Jocelyn Noël qui est un kid, genre, je sais même pas s'il a 18 ans, qui fait tout le temps des birthdays, puis que quand il parle au micro, ben, tu vois que c'est un ado. Il a l'air du gars d'un Simpson. Un peu, oui. Puis c'est fascinant aussi, tu sais, de voir comme t'as 4 participants, puis t'en as tout le temps 2 qui vont faire l'épisode de la semaine d'après. Il y a celui qui gagne pour les bourses, ça veut dire le plus de birthday que tu vas avoir des montants, puis celui qui gagne avec la carte de pointage. T'as-tu l'impression que c'était filmé back-à-back ou il filmait ça à chaque semaine? Ben, au début, j'avais l'impression que c'était peut-être 2 épisodes back-à-back, parce que c'est ça, je pense que les 4 premiers, ils mouillent. Fait que, mais c'est comme différent un peu. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il peut-être qu'il en filme 2 d'une shot, mais... C'est quand même... tu sais, jouer au mini-pot alors qu'il y a un orage, c'est un plan de con, hein? Ben, c'est un plan de con, puis aussi, tu sais, je pense que vu qu'ils ne pouvaient pas le refaire... Tu sais, genre, c'est cette date-là qu'on a, on peut pas... la production va tout être fuckée. C'est ça. Puis, tu sens la petite équipe de télé là-dedans. C'est ça que j'aimais. Ouais, parce que récemment, je suis tombé sur des archives de la télé communautaire, puis je suis vraiment un peu dans ce monde-là, là, des équipes télé qui
qui font quelque chose. Qui apprennent sur le tas, qui nous font rappeler le film UHF avec Weird Al. Exact. Je sais que ça existe. Je sais qu'il y a encore de la télé communautaire, ça arrive sud, mais il me semble qu'il y en a de moins en moins. Là. Il y en a, mais ils sont surtout sous Ma TV. Qui n'existe plus. Ma TV est morte. Ah, en plus, bon, Ma TV ils ont tiré à la plug. Fait que, ouais. C'est pour ça que ça avait regroupé, ça avait englobé une coupe de. Je sais que. Je pense au Rouyn-Noranda, il y en a. En Abitibi, il y en a. Ouais, il y en a. Ça Gaspé. Je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu, ils ont une télé locale aussi. Ouais. Dans le coin de Beauharnois-Valleyfield, il y en avait une. C'est des trucs que tu peux trouver sur Internet aussi, là, sur YouTube. Mais c'est ça, puis aussi tu as le feeling, le début de la télé câblée. Fait que c'est pas des émissions à grand déploiement, mais c'est du remplissage. Tu sens que le mini-pot, c'est un peu ça, mais le fait que les gens qui sont là sont tellement investis. Exact, ils prennent ça au sérieux sans trop être sans trop prendre ça au sérieux, mais tu sens que si tu prends pas ça au sérieux, ça va être plate. Comme le commentateur Serge Flemings. Lui, il y en met un petit peu des fois. Là. Il est solide. C'est ça, moi je serais curieux de savoir, est-ce que lui, genre, quand il a eu le contrat de tout ça, il s'est dit OK, ben je vais en mettre en esti, comme ça va marquer. Ou vraiment, il était investi dans le mini-pot dès le départ. Ouais, il faisait partie de la scene du mini-pot. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, puis non, c'est vraiment quelque chose de divertissant. Ça aide à c'est comme tu dis, là, pas du ASMR, là, mais tu sais, quelque chose de très méditatif. Méditatif, oui. Faudrait peut-être que je fasse ça. Aujourd'hui, à job, tranche de vie, je me suis levé à un moment donné, puis je t'allais prendre une marche parce que je fais pas de crise de panique, mais tu sais, on dirait que des fois, j'ai l'impression que je vais en faire une. Puis il n'y a pas de raison, il n'y avait rien de spécial, il n'y avait pas d'urgence, je n'avais pas de focailler, un truc, mais il a fallu que je me lève, puis que j'aille marcher. Mais je pense qu'une affaire comme le mini-pot, où tu parlais de Dallas, moi, j'écoute ces choses-là pour me calmer. Genre, parce que je trouve ça réconfortant. Ben oui. Il y a de quoi de l'époque, t'as pas de responsabilité, puis tu sais, plein d'affaires ou payer un loyer ou qu'importe. Il y a de quoi de. Tu sais, moi, la sonorité du mini-pot avec l'autoroute ou le boulevard pas loin, ou la sonorité d'une game de baseball, j'en ai rien à foutre du baseball. Mais mon grand-père écoutait ça à la radio quand on allait au chalet l'été. Là, mon grand-père avait un chalet, puis il y a de quoi là-dedans, puis t'entends juste du stade olympique. Je m'ennuie tellement de ça, c'était réconfortant. C'était incroyable. Le baseball à la radio, c'était quelque chose. Là. Je sais que tu avais une archive, mais il y en a-tu d'autres? Je peux pas croire que personne n'a enregistré ça. De quoi, des games de baseball? Ben oui, mais de la radio, là, à la radio comme ça. De la radio, sûrement. Aujourd'hui, ils les enregistraient, mais dans le temps, c'était plus compliqué. Il fallait y aller analogue. Là. C'est ça le problème. Ouais. Cool. Bon, ben écoute, t'es rendu où dans ton écoute? Là, je suis rendu au 7e match de la saison 1991. Et là, c'est encore Carl Carmoni et Jocelyn Noël qui dominent. Moi, j'ai la carte de Carl Carmoni, j'en ai déjà parlé à l'émission. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais, quand on l'avait vu, on avait apporté dans l'événement, puis tout le monde s'est garoché et j'ai été très chanceux, j'étais à côté. Fait que j'ai sa carte et j'ai mis dans un petit protecteur en plastique, pas les mous, là, les solides qui vendaient au comic shop dans les années 90. Sûrement qu'ils vendent encore. Fait que c'est ma plus précieuse carte. Signée en plus. Signée, mesdames et messieurs. Quand même. OK. Ben, tu parles d'une légende, hein, Carl Carmoni. Moi, je vais te parler d'une autre légende, mais celui du comic book américain. Je parle de Jeff Loeb. Jeff Loeb, qui a été un créateur important de comic book, qui plus tard est devenu... Le Carl Carmoni. Le Carl Carmoni. Il faisait tout le temps des le type qui faisait des birdies en comic book, autre chose. Il y avait un style similaire. Je sais pas. Jeff Loeb, qui a été un créateur de comic book pendant plusieurs années, un scénariste. Il est devenu après exécutif pour la télévision, pour Marvel. Il a travaillé aussi en télévision, il a travaillé entre autres sur Heroes, il y a plusieurs années de ça. Et ça fait un petit bout qu'il a comme un peu tiré sa révérence de la bande dessinée américaine, quoique il n'a pas pris sa retraite, parce que d'ailleurs, il revient. Donc en fin de semaine, il y avait un congrès qui s'appelait le MCM London.
C'était un congrès de type Comic-Con. Et il a annoncé en primeur qu'il allait compléter sa trilogie de The Batman The Long Halloween qu'il a lancé en 1996 avec le dessinateur Tim Sales, qui avait eu une suite en fait, Batman Dark Victory, que personne ne me parle jamais. Non, ouais. Qui est sorti en 1999. Il y a aussi des specials de Batman The Long Halloween qui sont sortis par la suite. Et là, le prochain titre, c'est Batman The Last Halloween, une série de 10 numéros qui vont commencer à être publiés à partir du 28 septembre 2024. Donc ça aussi, ça va arriver quand même assez rapidement. Et puisque Tim Sale est malheureusement décédé en 2022, il ne fera pas partie du projet. Pas à moins, la couverture du premier numéro qui sera publié, c'est la couverture de Tim Sale. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont fait avant ou ils ont pris de l'art qu'il avait créé, mais la première couverture sera de Tim Sale. Donc, pour rendre hommage à Tim Sale et pour pouvoir compléter l'équipe créative, il va y avoir des artistes qui vont se donner la rotation. Ils vont se passer le flambeau. Donc, ça comprend Eduardo Rizzo, Klaus Johnson et Mark Ciarello. On dit qu'ils vont rendre hommage à Tim Sale. Tim Sale avait un style visuel assez unique, donc je ne sais pas s'ils vont l'imiter ou ils vont essayer d'être un peu dans le même univers visuel. C'est assez intéressant. D'ailleurs, le directeur artistique de l'époque de DC Comics revient pour ce projet-là, pour travailler sur Batman The Last Halloween. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. J'avais bien aimé The Long Halloween. Ça a eu son influence là, sur le comic book américain. C'est célébré. C'est très low-file. C'est plutôt une histoire de détective. Mais c'est une très bonne lecture. Donc, si vous êtes fan des The Last Halloween et Dark Victory, il y a une suite, la dernière, qui va compléter la trilogie. 10 numéros quand même. C'est un bon projet. Un beau gros projet. T'avais-tu un dernier truc, toi, Simon, dans tes Non, rien de spécial. Moi, j'avais juste un petit truc, c'est un petit peu morbide, mais je voulais en parler parce que j'ai comme passé un... Tu sais, moi, des fois, je pogne un fixe, puis là, on dirait qu'il faut que je vide la question. Il faut vraiment que j'écoute tout ce que je peux là-dessus jusqu'à temps que je me tanne. Et c'était jusqu'à tout récemment le 25e anniversaire, le triste 25e anniversaire de la tuerie à Columbine. Si vous êtes un petit peu plus vieux, plus jeune, que Simon et moi, ça vous a peut-être pas autant marqué. Je pense que ça a marqué une époque. C'était pas la première school shooting qu'il y a eu, mais c'était on dirait, la plus tristement significative, iconique de l'époque. C'est resté dans l'inconscient collectif. Et j'ai découvert un podcast qui est sorti un peu pas en même temps que le 20e anniversaire de la tuerie, qui est animé par une des filles, une des femmes maintenant, journaliste, qui a survécu à la fusillade. Je n'aurai pas dans les détails morbides. Si vous ne savez pas c'est quoi Columbine, je pense qu'il y a en masse de stock en ligne. Et c'est assez intéressant parce qu'on y traite beaucoup de trauma et c'était pas dans le jargon, c'était même pas des choses qu'on discutait à l'époque, dans le début des années 2000, là, en 99. Et comment cet événement-là, même si vous avez survécu, même si vous n'avez pas assisté directement à la fusillade de Columbine, comment ça a affecté une communauté puis les gens qui l'ont vécu. T'sais, imagine, tu vas à l'école, puis là, finalement, il arrive ce drame-là terrible, tu y retournes aussi en septembre si tu n'avais pas fini ton secondaire. Ouais. Ou si tu es la personne qui finissait son secondaire cette année-là, il n'y a pas de coupure, il y a comme une coupure sec entre ta vie de high school, de secondaire, et la vie d'adulte. Puis là, après, tu t'en vas au collège, puis bonne chance, mon grand, tu me tapes dans le dos. Fait que ça, de ce côté-là, j'y avais pas réfléchi au-delà du drame humain, les répercussions à long terme. Donc, je trouve que ça reste un podcast un peu weird. Ça s'appelle Confronting Columbine. En termes de structure, des fois, tu es en radio ou en podcast, tu vas écrire la question, puis la personne va préparer la réponse. Ils font ça même à la radio FM, puis c'est bien correct, ça fait partie. Mais des fois, le lien entre la question qu'ils posent puis la réponse, on dirait que ça fait pas de sens. On dirait qu'il y a comme une ellipse. Là. On dirait que ça ne savait pas trop comment assembler tout ça. Fait que ça reste des fois un peu maladroit, mais quand même assez révélateur. Puis si, comme moi, vous êtes malheureusement un peu intrigué par... vous avez une curiosité un peu comme moi morbide, c'est des nouvelles informations qu'on n'a pas eues pendant plusieurs années. Donc, je pense que ça reste un podcast important, quoique un peu maladroit. Ça s'appelle Confronting Columbine. C'est disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify, si ça vous intéresse, et c'est gratuit. Moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à parler, Simon.
Ben, moi, tout. Excellent. On va aller parler d'une bande dessinée, un petit 4 numéros dans pas long. Juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon pour garder les lumières allumées. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés, qui continuent à s'abonner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Maintenant, comme tout le monde et sa mère a un podcast et un Patreon, je sais que vous avez un choix à faire, donc c'est apprécié que nous en font partie. Donc, allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrêter et recommencer comme vous voulez, comme Godzilla qui a recommencé récemment. Il y a un utilisateur qui s'appelle Godzilla qui se désabonne et se réabonne. J'essaie de pas trop l'écœurer. Des plans pour qu'il vienne piétiner mon appart. Ouais, donc quand il se désabonne, c'est parce qu'il rentre dans l'eau. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il ressort. Il ressort. Puis si Godzilla se fait piétiner mon appart, puis tu détruis une façade, le propriétaire il va faire « Ouais, c'est beau, je m'en occupe. » Puis il y a bien des chances qu'il ne vienne pas avant au moins une couple de mois. Fais-le pas, s'il te plaît. Donc, en échange de votre contribution sur Patreon, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast que je fais avec mon ami Rémi Fréchette. On vient de passer à travers les films de Ernest. D'ailleurs, on va vous faire choisir le prochain cycle. Est-ce qu'on parle de Richard Jenkins ou on parle d'un cycle dédié à Tim Curry? 2 acteurs d'exception qu'on aime beaucoup, Rémi et moi. En échange, vous avez à l'avance des épisodes de Terre humaine chez Isidore. Donc, Terre humaine chez Isidore, c'est Simon qui le fait avec Gabriel Isocolor et notre ami Étienne Forêt. Mais les épisodes à l'avance sont disponibles sur le Patreon. Puis après, ils sont disponibles pour tout le monde, sur toutes les plateformes de podcast. Donc, c'est une manière aussi de vous remercier. Votre contribution fait en sorte aussi qu'on peut garder les lumières allumées sur Terre Kaiju, que ça fait un bout qu'on a eu un épisode. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Je ne sais pas plus que toi. Ouais, OK. Et, Jake est occupé. Oui, il est main pleine. Puis Noël chez Isidore aussi, que Simon fait avec Étienne Forêt, un podcast dédié aux dépendants affectifs du temps des fêtes. On parlait de Feel Good tantôt. Là. On connaît du monde qui écoute en loop les épisodes de Noël chez Isidore. Puis pour vrai, je comprends exactement c'est quoi le feeling. C'est vraiment un très bon show. On vous donne aussi également, ben oui, on vous donne également accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Ça, c'est une super communauté en ligne où les gens s'échangent des articles, des nouvelles, vont prendre des fois des bières au FBDM et on écoute de la lutte, des films. Quoique les films, pour l'instant, l'été, il fait chaud. On va prendre une petite pause. On revient à l'automne. Avec Halloween. Hein. Souvent, l'Halloween, on le commence même plus tôt. C'est le fun. Moi, mon Spooky Month, là, quand il commence à faire fret, là, septembre, je suis bien heureux. Mais on écoute souvent la lutte. La semaine prochaine, on va écouter ce que tu as écouté, toi, de la WWE. Merci. La semaine prochaine. Donc, c'est vraiment le fun. C'est une belle tradition du dimanche. D'ailleurs, on est disponible partout, le podcast des Mystérieux Étonnants. Apple Podcasts, Google Podcasts, à partir du 23 juin, si je ne me trompe pas, ou dans ces eaux-là, va disparaître. Ça va migrer vers YouTube Music. Donc, je vais essayer de faire la migration. On va espérer que ça fonctionne comme du monde. On est disponible aussi sur Spotify, Amazon Music. Et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. Donc, on garde juste les 300 dernières sur le RSS. Le reste est sur notre site. On est disponible partout, sur Facebook, Instagram, puis Twitter, ces affaires-là. Mais on est surtout sur Discord. Mais si vous m'écrivez, je vais vous répondre. D'ailleurs, si vous vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à partir de Patreon pour que je vous donne le lien vers le Discord. Ça ne se fait pas automatiquement. Ça n'existe pas. On revient dans quelques instants avec Subgenre de Matt Kind et Wilfredo Torres. Oui, honnêtement, j'ai rien compris. On est deux. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va parler maintenant du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée du titre. Oui, aussi. Subgenre de Matt Kind et Wilfredo Torres, publié chez Dark Horse Comics. C'est un petit 4 numéros. Et c'est pas mal tout ce que j'ai compris de la bande dessinée. Ouais. Ça va être tough d'en parler parce que... Oui. Écoute, je vais essayer de le résumer. Okay. Attends, c'était une suggestion de qui, ça? Ça faisait partie de la liste d'un des membres. Je pensais que c'était toi. Ben, tu m'as dit moi, puis peut-être que j'ai vu que ça existait, puis je l'ai suggéré, écoute, mais j'ai pas de blanc-âge. C'est comme Holy Roller la semaine passée. Est-ce que vous avez aimé ça? Je sais même pas. Moi, j'ai full aimé ça. Okay. Laurent était... non, débutatif. Je pense qu'il a dit qu'il avait souvent vu cette histoire-là. Moi, j'ai bien aimé Holy Roller. OK. Ouais. Ben, c'est ça, moi, je l'ai pas lu. J'ai juste vu que ça existait, puis je l'avais suggéré. T'sais. On a parlé de 5 numéros. Je pense qu'il y en a 9 au total. Tu vois, la semaine passée, le 6e était sorti le surlendemain de notre discussion. Mais moi, j'avais bien aimé ça. Donc, ça commence avec un détective du nom de Vi, qui vit dans un monde futuriste où les gens sont collés sur leur tablette
leur tablette virtuelle. Donc, c'est comme des hologrammes qui flottent devant eux. Ils portent des masques. Je pensais à Blade Runner, mais un petit peu plus clean. Donc, il est engagé par une compagnie qui s'appelle Decipher Cosmics, un genre de Disney, hein, ni plus ni moins, là, c'est à peine camouflé. Un Disney qui a la main dans toutes les propriétés intellectuelles, écrites, publiées, virtuelles. Ils sont engagés par eux parce qu'il y a des personnages qui ont été retrouvés morts dans leur immeuble. Ils ne savent pas qui a causé cette mort-là, donc ils engagent Détective V, pardon. Donc, Détective V qui est assisté par une espèce d'intelligence artificielle qui est aussi un hologramme qui lui parle, qui a l'aspect d'une jeune dame. Ouais. Son enquête l'amène à faire la rencontre de Ronnie, si je me souviens bien. La fille qui travaillait chez Decipher Cosmics. Ouais. Puis là, c'est là où j'ai plus rien compris. Parce que le deuxième numéro, on sort d'une autre réalité où V a un autre nom et il est maintenant un barbare d'un monde médiéval fantastique. Le troisième numéro, il revient dans son univers à lui. On nous sert des explications, mais les explications, je les ai pas compris. On se promène d'un univers à l'autre. C'est ça. Ça rapporte la fiction, puis le pouvoir de l'imagination, mais c'est jamais très, très clair. Mais aussi, je pense que ça a rapport avec les corporations, puis les droits d'auteur. Les droits d'auteur sur le IP. L'IA aussi, l'IA en fait partie. Oui, beaucoup. Beaucoup de concepts, beaucoup d'idées en même temps. Peut-être pas aussi bien amenées. Écoutez, on va faire le tour. Là. Simon, toi, rapidement, est-ce que tu as aimé ça, subgenre? Au début, quand je l'ai commencé, j'ai fait comme « Oh, j'aime beaucoup le dessin. J'aime beaucoup... c'est un genre de Michael Allred genre, tu sais. Ouais. J'étais comme puis Matt Kindt, j'avais bien aimé Mind Management. Fait que je me suis dit « OK, ça va être intéressant. » Puis à un moment donné, j'ai comme... Le deuxième numéro, j'ai fait comme « Oh, qu'est-ce que... Hein? » Puis là, après, j'ai essayé de comprendre jusqu'à la fin, puis c'était fini. Fait que... est-ce que j'ai aimé ça? Correct. J'ai eu... Écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bon. Est-ce qu'on dit tout le temps ça? Mais qu'il faut le relire plein de fois. C'est peut-être... on n'est peut-être pas assez intelligent. Ça se peut très bien qu'on n'est pas assez intelligent. Oui, ça c'est ça. C'est soit ça ou soit c'est mal amené. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Des fois, je me demande si c'est pas... Il y a une barrière, puis c'est celle de la langue. Tu sais, on comprend très bien l'anglais, mais des fois, j'ai l'impression que peut-être que ça nous... Disons que ça nous encourage pas à se déchiffrer ce qu'on est en train de lire. Non. Il y a comme une couche supplémentaire. Quoi qu'on parle anglais, on consomme plein de trucs en anglais, mais tu vois, je lisais la bande dessinée, puis rendu au troisième numéro où l'auteur nous sert des explications. Ouais. Ces explications-là, pour moi, sont incompréhensibles. Ben, c'est ça. Fait que j'ai même senti que c'était rushé. Je sais pas si c'était ça le plan initial. Il y a peut-être... je dis pas que c'était pas supposé être ça, mais ça feel comme si c'était rushé. Parce que moi, j'ai eu la même expérience que toi. J'ai commencé l'histoire, je fais j'aime bien le dessin. Ce personnage-là, dans cet univers-là, on va nous parler d'IP, de droits d'auteur, de droits de propriété, d'intelligence artificielle. On est dans un futur où là, tout est augmenté. Puis, ça va peut-être un petit peu critique en même temps, ça risque d'être intéressant. Puis là, ça prend un 180 dans une direction, quoique c'est pas nécessairement mauvais en soi. Non, ça aurait pu être bon. L'histoire me perd pendant 1 heure parce que tout ce que j'y vois est l'histoire qui est fantasmée. Il n'y a rien dans cet univers-là de barbare qui m'intéresse parce que c'est pas ça de toute façon le récit. Là, on revient dans la réalité, la vraie réalité, entre guillemets. Puis là, on nous dessert des explications, puis j'étais comme complètement largué. Ouais. Que c'est ça. Ça serait peut-être lui qui a tué du monde aussi. Est-ce qu'il est schizophrène? Est-ce qu'il imagine ça dans sa tête? Ouais. Est-ce qu'il est capable de voyager entre les mondes? Parce qu'il veut s'évader, mais s'il voyage entre les mondes, à chaque fois qu'il quitte un monde par la suite, ce monde-là est détruit, donc il crée des génocides. Est-ce qu'il est... Est-ce que la corporation sait tout d'avance parce qu'ils sont capables de voir ses rêves, de voir son imaginaire? Est-ce que son imaginaire existe pour vrai? Qu'est-ce qui est le vrai du faux là-dedans? Il y a une explication dans le troisième numéro où on nous dit Sherlock Holmes, on reprend des personnages célèbres. Ils font tous partie du même univers. Moi, je suis down avec ça, ok, un genre de League of Extraordinary Gentlemen, mais on prend le principe par un autre bord. Mais là, c'est lié à un métaux
qui est tombé du ciel, qui a ouvert une... Puis là, je suis comme, j'ai aucune idée de ce que tu es en train de me dire. Là. Puis je comprends qu'il essaie d'être subtil, il dit pas tout cru dans le bec, là. Il donne pas tout cru dans le bec, là, mais il y a de quoi qui marche pas. Il y a de quoi qui manque. Il y a une clé qui manque. Les explications sont dans les non-dits, mais dans une BD, c'est comme... Des fois, c'est bon, mais des fois, c'est difficile. C'est ça. Puis celle-là était difficile. Ouais. Puis tu sais, mon problème de m'endormir, ça n'a pas aidé. Hey boy. Ouais, deuxième numéro, là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je cognais des clous. Les 2 derniers, je les ai lus. J'étais réveillé, mais j'essayais de comprendre. Puis... Ouais. Je sais pas si ça te fait cet effet-là. Là. Ça fait peut-être nous des mauvais lecteurs, mais quand t'es dans une lecture qui n'est pas gratifiante, c'est comme ça que je vais la qualifier. Tu continues à lire, puis pourtant tu as l'impression d'être largué. Puis pas Twin Peaks largué, là. T'es largué que tu te fais chier. Là, okay? Ouais. Je sais qu'au niveau de mon énergie, de ma capacité même à comprendre ce que je suis en train de lire, est diminuée. Genre, ben oui. Cérébralement, je le sens. On dirait que je check out. On dirait que mon... Tu sais, dans François Pérusse, quand t'as le petit gars, ton cerveau s'en va, puis t'entends des bruits de pas qui va ouvrir une porte à l'autre bout, là, je le sens, ça, dans ma tête. Là. Ouais. Puis c'est arrivé, là. Tu sais que c'est ça. Vers la fin, on est en train de lire, puis on est comme... OK, je vais le finir, là, parce que je comprends rien, puis je pense pas que quelque chose qui va arriver va me faire comprendre, puis là, ça finit... Ouais. Ça fait qu'une fin ouverte, même là, lui, il est pas sûr si... J'ai même pas compris à la fin, man. Ça finit avec... Ah oui, c'est ça. OK. J'apprécie le concept. C'est que la fin, la dernière page, c'est un texte qui a fait rentrer... Des props. Des props dans un AI. Yes. Mais... OK. Oui, c'est ça. Mais c'est le même, tu sais... Il y a comme un sous-texte. Tu sais, comme dans Jurassic Park, tu peux écouter Jurassic Park, puis c'est juste des grosses bébites qui tuent du monde, puis c'est super le fun. Mais quand tu lis le film, quand tu le regardes objectivement, ça parle aussi de l'arrogance humaine sur son désir de vouloir contrôler la nature. T'sais. C'est ça le sous-texte, puis comme à quel point tout peut comme fuckailler. Il y a un sous-texte dans ce subgenre qui est clairement une critique des grosses corporations puis de l'IA. Mais on dirait que c'est comme à la fin, quand il rajoute l'IA, là, comme sa dernière page, c'est une page écrite, là, et aussi l'IA. Puis comme, OK, ça faisait partie de tes thèmes exploités dans ta série. Je n'ai pas vu venir ça. OK, oui, IA, j'apprécie, mais... j'avoue que l'utilisation de l'IA dans la BD est pas très présente. Non, au-delà de ça. C'est ça, tu sais, oui, il y a son assistant hologramme et Hive fait clochette là, qui est à côté de lui. Mais tu sais, ça nous dit pas... Je sais qu'il dit... Ça nous dit pas grand-chose. Que dans le futur... Ça, c'est quand même un concept intéressant. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment engagé dans l'histoire qui se passait dans le futur, là, dans le futur de Blade Runner. La BD commence avec l'idée que... des ciphers cosmiques ont mis au point une intelligence artificielle qui est tellement bonne qu'elle est capable de créer statistiquement des histoires qui vont vous accrocher et vous plaire. Donc, elle va écrire des livres, elle va écrire des films, elle va écrire plein d'affaires. Je dis, OK, ouais, c'est comme... Je comprends ça, OK. Puis c'est un peu épeurant parce que c'est une possibilité bien concrète pour nous autres. Mais là, on l'oublie. On tasse ça. Il y a l'espèce de culte là, avec les gens là, qu'on trouve morts au milieu de la bande dessinée qui ont comme des faces de crapauds. Qui s'appellent les IP Man, clairement Intellectual Property Man. Puis ils essayent de tuer vie, mais en même temps, ils veulent l'allier. Man, c'est... Qu'est-ce que tu as lu de Matt King qui disait qu'il était bon? Parce que là, Mind Management. Mind Management. Je vais aller voir ça parce que là, j'étais comme ce gars-là, je le raye de ma liste. Là. Mais c'était sur Dark Horse, c'était super bon, mais c'était un peu out there quand même. Là. C'était des concepts poussés quand même, mais c'était au moins tu comprenais ce qui se passait. C'était-tu mieux amené? Ouais, ben je trouve là. Ouais. OK. Bon. Je vais pas le juger, je vais essayer de lire ça pour essayer de donner des qualités rédemptives. As-tu d'autres choses à dire là-dessus, Simon? Moi, j'ai l'impression qu'on ferait juste tourner autour du pot.
Ah, on tourne autour parce qu'on peut pas rien dire vraiment à part que le dessin était nice. La mouche était cool dans l'épisode de Barbarian. Là. Ouais. La mouche qui parle. J'ai le goût d'être positif, mais là, c'est... Ouais, ben je suis pas négatif non plus. Non plus, c'est ça. Pas compris. Je la déteste pas, la BD. C'est juste que je suis déçu de ne pas avoir été en mesure d'embarquer. C'est comme quelqu'un te raconte une histoire, puis ou quand il te raconte son rêve, il dit qu'il n'y a plus rien de dole, quelqu'un qui te raconte son rêve. Puis, ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Comme la personne est dedans, puis t'es comme, j'aimerais ça, man, être intéressé par ton histoire, mais je m'en fous de ton rêve. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça, puis Genre est un rêve, est une chimère. Puis là, il y a une mouche qui me parlait, là, puis à un moment donné, là, les AI du début étaient là, mais finalement, c'était l'autre fille, puis là, l'autre fille, elle revient dans notre présent, puis là, moi, j'arrive là, puis pour une raison quelconque, tu sais, c'est ça un rêve. C'était ça, ouais. Bon, on va finir là-dessus. La BD, c'est Some Genre, c'est de Matt King, Will Ferrero Torres, puis c'est disponible chez Dark Horse Comics. Peut-être que c'est votre genre de chick. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Nous autres, Simon et moi, on a malheureusement pas compris. Non. On a pas eu une couple de BD récemment, on n'a pas compris ce qui se passe. Je trouve ça plate. Ben c'est ça, je suis en train de demander, écoutons, brûler des cellules de cerveau. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, ben écoute, regarde, je vais finir avec une anecdote pour finir sur du positif. J'ai oublié de le compter en début d'émission. Quand j'arpentais la rue durant le FBDM, la rue Saint-Denis, qui était fermée pour l'occasion, j'ai vu Mélanie, qui est la directrice du festival, s'en venir dans l'autre direction. Elle s'en venait vers le sud, tandis que moi, je montais vers le nord. Et j'étais avec des amis, puis tout le monde la connaissait. Fait qu'on a tous salué Mel. On disait « Hey, salut Mel! » C'est comme tout en gang, comme un groupe. Et il y a une personne qui était à côté d'elle qui a réagi, qui a dit « Ah, salut! » C'est comme vraiment un couteau d'énergie. Et c'était la mairesse de Montréal qui pensait qu'on s'adressait à elle parce qu'on était un groupe. On était un groupe qui a comme fait « Ouais! » Mais non, on saluait Mel. Cette salutation était dédiée à Mel, pas vous, Madame Plante. J'ai rien contre vous, c'est juste que là, c'était à Mélanie qu'on s'adressait. Fait qu'on finit là-dessus. OK, faites attention à vous autres, tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bye.